Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré au Royal Rumble 2006. Voilà, donc Royal Rumble 2006, et j'ai même envie de dire l'année 2006 en règle générale était plutôt mauvaise. C'est que le quatrième que j'analyse. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est catastrophique. Et on va le voir directement avec le premier match, même si celui-là est plutôt bon. C'est un des meilleurs de la soirée, même si la note n'est pas extraordinaire. Gregory Helms bat Kid Cash, Funaki, Paul London, Jamie Noble et Nuncio pour devenir le nouveau champion Cruiserweight dans un bon six-man match. Le match est très bien rythmé, même si effectivement le selling est exécrable, il est misérable, il est dégueulasse. Franchement, c'est pas digne des Cruiserweight à mon sens. Mais il y a plein de bonnes actions et je trouve que Helms et London seraient bons ajouts aujourd'hui dans la division des Cruiserweight. Il me manque vraiment les deux dans la division des Cruiserweight. Alors, bien sûr, on va compter Neville et puis Austin Aries. Mais des anciens, je trouve que Gregory Helms et Paul London me manquent beaucoup. On enlève Rey Mysterio aussi qui avait fait un petit temps dans cette division-là. Mais vraiment, London, Helms en plus dans le même match, forcément ça donne quelque chose de bien. Et donc Helms remporte le match après un Shining Wizard sur Funaki. Et donc il détrône Kid Cash qui était le champion Cruiserweight à l'époque. Vous allez voir que ce match-là a une bonne note pour un match de Cruiserweight. Il faudrait plus souvent des un peu open challenge, en tout cas des matchs de Cruiserweight à plusieurs. Aujourd'hui, ça ferait je pense plus de bien, même si effectivement la division de 205, enfin en tout cas le in-ring de 205 est pas à vomir. Je trouve qu'il faudrait peut-être avoir ce genre de match pour amener plus de monde à regarder ce show-là. Deuxième match, clairement le plus mauvais de la soirée, Mickie James bat Ashley dans un match misérablement mauvais où Trish Stratus était l'arbitre spécial du match. On est dans cette pseudo-rivalité entre Trish Stratus et Mickie James qui est amoureuse de Trish Stratus. Trish Stratus la repousse tout le temps. Et puis franchement, sur le ring, là, non seulement on a une rivalité qui est merdique, en plus Ashley, qu'est-ce qu'elle vient foutre là, même si je l'aime beaucoup. Déjà, mais je vais parler d'elle plus tard. Et surtout le match, qu'est-ce que c'est violent. Tu te ramasses une baffe dans la gueule et c'est pas un point positif. Ce match est juste affreux. Le selling est dégueulasse. Et Ashley, c'est le pire dans tout ça. J'aime beaucoup Ashley. Le match qu'elle avait à WrestleMania 23, ça me faisait penser qu'elle aurait dû être championne par la suite, même si elle ne l'aura jamais été. Mais en voyant ce match-là, non, c'est un match de merde et en partie à cause d'elle. Donc non, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis une note comme ça, mais je vous laisse le voir après, tout à la fin de la vidéo. Troisième match, le Boogeyman bat JBL dans un match de 2 minutes. On voit rien, on veut un match. Je crois d'ailleurs que c'était les débuts en pay-per-view pour le Boogeyman, donc il squash un ancien champion de la WWE quand même. Et en plus, c'est un match d'un pay-per-view majeur, le premier pay-per-view majeur de l'année. Qu'est-ce que vous voulez dire? Soit je mettais 0, soit je mettais un notable, mais vous allez voir que la note finale était déjà pas très élevée. Donc j'ai mis un notable pour ce match-là. Quatrième match, après 3 minutes déjà, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez dire? Après un tel début de pay-per-view, le match Cruiserweight était bon, mais le reste, c'est juste de la grosse merde. Et le quatrième match sur 6, qu'est-ce que c'est? C'est le Royal Rumble. En quatrième, sérieusement, enfin je veux dire, les deux matchs d'après sont pas ouf non plus. Donc ouais, ça c'est relativement bizarre. Le booking, enfin la construction de ce show est très étonnante et pas forcément bien. Et là, pour le Royal Rumble match, c'est Rey Mysterio qui le remporte en entrant en deuxième. Alors ce match, il est à demi-teinte. Le résultat me fait très plaisir. En plus, un gars, enfin c'est la première fois que je vois quelqu'un, enfin la deuxième fois que je vois un Royal Rumble où le vainqueur était dans les deux premiers. J'ai vu celui où Vince McMahon l'a remporté, mais à l'heure actuelle, j'ai pas encore vu celui de Shawn Michaels ni celui de Chris Benoit. Ça va arriver, que je vous le fasse en vidéo ou pas, on s'en fout, mais ça va gentiment arriver. Donc j'aime bien voir ce genre de match-là, surtout que Vince McMahon avait remporté le match en arrivant premier, si je dis pas de bêtises, ou deuxième. Et il est arrivé avec Stone Cold Steve Austin, il s'était absenté, il s'était battu les deux en coulisses pendant un bon moment en étant passé par dessous la troisième corde. Il était revenu à la fin, donc je trouve que c'était pas très légitime comme victoire. Et là, en même temps, ça allait avec Vince McMahon et son côté controversé. Mais là, Rey Mysterio, du coup, on l'a vraiment vu du début jusqu'à la fin, donc ça m'a fait très plaisir. Mais le problème pour moi dans ce match-là, c'est que on a beaucoup de grosses entrées au début. Le finish c'est bien, mais entre, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est dur à dire, c'est dommage, mais il se passe pas grand chose et je vais un peu vous le prouver, ne serait-ce qu'avec les entrées. Donc entrée numéro 1, on a Triple H, entrée numéro 2, on a Rey Mysterio. Déjà rien que ça envoie du lourd. Ensuite, en numéro 5, on a Ric Flair. Je l'aime pas, vous le savez, mais ça reste quand même une grande personne du catch.
Entrée numéro 6, le Big Show. Entrée numéro 8, Bobby Lashley. Entrée numéro 9, Kane. Et entrée numéro 13, Chris Benoit. On a tout ça dans la première moitié. Et ensuite, l'autre moitié, ben, c'est un petit peu caca. Alors déjà, à partir de l'entrée de Kane, je trouve que ça devient un peu moins bien. Et puis après, on a l'entrée numéro 21, on a Rob Van Dam. Entrée numéro 25, Shawn Michaels. Et entrée numéro 30, Randy Orton. Sinon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On a Shawn Michaels qui se fait éliminer, donc il termine 5ème il se fait éliminer par Shane McMahon. On était en pleine rivalité à ce moment-là entre Shawn Michaels et puis Vince McMahon. On a Triple H qui fera un face turn plus tard, ils reformeront la DX. On aura la fameuse rivalité DX contre les McMahon, et puis après DX contre ATDRKO. C'était vraiment une très très bonne période, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que bon là, je suivais pas encore le catch à ce moment-là, moi je connaîtrai le catch à peine 6-7 mois plus tard, mais je trouve que d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, la rivalité entre Shawn Michaels et Vince McMahon était du génie, et ce qui va suivre, c'est tout autant du génie. Et puis là, ça va dans ce sens, comme je vous l'ai dit, vu que c'est Vince McMahon qui intervient, qui distrait Shawn Michaels, et Shane McMahon intervient pour éliminer Shawn Michaels. Et Shawn Michaels reviendra, je crois, pour porter un switch music à Shane McMahon, je m'en souviens même plus. Mais voilà, bref, juste pour vous dire que la rivalité était là, et elle fait très très plaisir, malgré le fait qu'on aurait peut-être voulu voir Shawn Michaels encore gagner encore une fois et rejoindre Steve Austin avec 3 victoires en Royal Rumble. Ça c'est autre chose. Et là on arrive au Final Four, donc composé de Rob Van Dam, Randy Orton, Rey Mysterio et Triple H. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette partie là? Déjà on a une association entre Van Dam et Rey Mysterio qui est juste exemplaire, donc les deux faces, je crois de Raw. Je ne sais plus, je sais qu'il y en a 2 de Raw et 2 de SmackDown, mais je ne me souviens plus comment c'était. Et donc qui affrontent les deux heels qui étaient Randy Orton et Triple H. Et donc Rob Van Dam sera 4ème, donc il se fera éliminer par Rey Mysterio involontairement, parce que Rob Van Dam était sur la 3ème corde, et Triple H a évité, je crois, une prise de Rey Mysterio, et c'est Rob Van Dam qui... Enfin, Rey Mysterio va être projeté contre les cordes, et Rob Van Dam va tomber à l'extérieur du ring et sera éliminé. Et là, on a, je trouve, une construction qui est très très bizarre et très appréciable, je trouve. On a le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 30, comme les 3 derniers. Donc je trouve que c'est assez plaisant. Donc pour le finir, on aura Rey Mysterio qui va éliminer Triple H, qui l'attaquera juste après à l'extérieur du ring. Mais Rey Mysterio arrivera quand même à se relever et à éliminer Randy Orton pour remporter le match. Donc ça fait beaucoup de choses à dire. Le début est bien, le finish est juste génial. Mais tout ce qu'il y a entre, c'est chiant quoi, il se passe pas grand chose. Donc pour moi je dirais que c'est les 2 tiers qui sont un peu moins que les 2 tiers qui sont respectés. Donc ça ferait un peu un 6 sur 10. Mais j'ai augmenté de 1, je vous le dis maintenant, j'ai mis 7 sur 10 juste pour l'exploit de Rey Mysterio. Donc je trouve que c'est appréciable. De ce côté là c'est appréciable et j'ai été quand même passablement content. Même s'il y a un bon gros moment de vide, j'ai été content de voir ce match là. 5e match, John Cena bat Edge pour devenir le nouveau champion de la WWE dans un match très très moyen. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire, à part que c'est clairement le pire premier règne du monde, en tant que champion du monde, qu'a vécu Edge. Edge a caché sa mallette à New Year's Revolution, donc 3 semaines avant, même pas 2, et va perdre son titre déjà contre John Cena, même pas un mois après. Donc en fait, je trouve que c'est dommage, et en plus de ça, le match, il ressemble très clairement à ce qu'on a pu voir entre ces deux hommes en weeklies, donc les semaines qui vont suivre. Parce que Cena contre Edge, c'est une rivalité qui va durer pas mal de temps. Il y a Rob Van Dam qui va venir s'ajouter, vu qu'il remportera le Money in the Bank ladder match à WrestleMania 22. Donc ouais, je trouve que ça va durer assez longtemps, jusqu'à Unforgiven, jusqu'en septembre. À ce moment-là, on est en janvier quand même. Donc ça va durer longtemps, et des John Cena contre Edge à l'époque, c'était comme la rivalité John Cena-Randy Orton. Les deux se sont affrontés un nombre incalculable de fois, que ce soit en 1 contre 1 ou par exemple à Backlash dans le match Fatal 4-Way, même en 2007. Donc ils vont s'affronter un nombre incalculable de fois. Et ils vont se rencontrer même encore plus tard, je crois en 2009, ils vont encore s'affronter. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on en a vu des matchs, et celui-ci, même si c'était le premier vrai, si on peut dire ça comme ça, ben il est décevant parce qu'il va ressembler à leurs matchs qu'ils font même en weeklies. Parce qu'à l'époque, il faut aussi pas oublier que ce qu'on avait, c'était que à Raw, et à SmackDown aussi, mais les deux étaient à Raw, on voyait souvent des John Cena contre Edge. On n'attendait pas forcément le pay-per-view pour une confrontation. Par exemple, on l'a vu dernièrement au moment où je tourne cette vidéo, Edge Styles et Shinsuke Nakamura s'affrontaient pour décider la stipulation qu'il y aurait entre eux à Money in the Bank. Là, c'était beaucoup plus fréquent de voir ça à l'époque. Donc juste pour vous dire encore une fois qu'on en a vu des matchs entre les deux, et ben voilà, celui-ci, il n'est pas digne d'un pay-per-view. Et je me suis fait chier, ça s'en est ressenti. Le seul bon côté, c'est que Lita va faire chier au bout d'un moment
John Cena va un peu emmerder le bon déroulement du match. Ça va, on va dire, déconcentrer l'arbitre, ça va empêcher Cena de gagner. Cena va vouloir parler à Lita, Edge va vouloir l'attaquer, Cena s'enlèvera et Edge attaquera Lita. C'est du classique, mais c'est le seul moment qui va un peu ressortir de ce match-là. Donc ouais, j'ai été déçu, surtout pour un match comme ça, et vous allez voir que j'ai mis pile la moyenne. Et enfin, le dernier match, Kurt Angle bat Mark Henry pour conserver son titre poids lourd dans un match assez court, j'ai trouvé à peine 10 minutes. Le match, il est lent. Il est de loin pas génial, mais il est très appréciable à regarder. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. On est loin d'un match fantastique, d'un match in-ring. Et en même temps, je veux dire, on a d'un côté Kurt Angle qui était au top de sa forme, pas comme aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a Mark Henry, donc qui est très très lent. Je ne veux pas dire qu'il est mauvais in-ring, mais voilà, on sait très bien que Mark Henry il est assez limité et qu'on joue plus avec lui sur son physique que sur ses capacités à lutter. Voilà, je veux dire, il lutte, c'est pas un catcheur pour rien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas Kurt Angle, quoi. Je pense que vous m'avez compris, il y a quand même une sacrée différence entre les deux au niveau in-ring. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est loin d'avoir un match in-ring, mais qu'il est quand même très très appréciable et très plaisant à regarder. Pourquoi? Parce que Kurt Angle va vraiment essayer à tout prix de battre Mark Henry. Par exemple, il va lui porter de nombreux coups de chaise, mais Henry va se relever jusqu'à temps que Kurt Angle triche justement en s'aidant des cordes pour faire le tombé final sur Mark Henry. C'est fou de voir... Bon, après vous allez me dire, c'est normal, il a vieilli, mais de voir la différence entre le Kurt Angle d'avant et le Kurt Angle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a vu à TLC l'année passée, Kurt Angle, c'est plus rien. C'est plus rien du tout. Et pourtant, Dieu sait qu'il a fait de bons matchs aussi à la TNA plus tard, à Impact Wrestling. Mais je trouve que ça, c'était un Kurt Angle qui faisait plaisir à voir. Ce qu'on a vu à TLC, avec son petit sourire niais en tant que Shield, c'était une catastrophe. Je pense qu'avec le recul, c'est le pire moment, un des pires moments en tout cas qu'on a eu durant l'année 2017. Bref, c'était intéressant quand même. Et qu'est-ce qui va se passer après? On a l'Undertaker qui fera son retour. Je ne sais pas s'il a été blessé, s'il a été blessé par Mark Henry, parce que je crois qu'il affrontera Mark Henry à WrestleMania cette même année-là. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il vient, malgré le fait que ce soit Kurt Angle qui soit debout sur le ring. D'ailleurs, Mark Henry, je ne l'ai pas dit, il était accompagné par Dave Barry. Donc l'Undertaker intervient, va faire péter le ring avec ses éclairs et on va s'arrêter là pour ce match-là. Donc c'est un petit peu bizarre parce que je ne sais pas s'il y aura une suite entre les deux. N'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas l'intention de faire la suite de 2006. C'est vraiment un... Pourquoi j'ai fait Royal Rumble 2006? C'est parce que j'avais fait le 2005 et j'ai fait tous les autres jusqu'à 2018. Et j'avais envie de faire celui-là parce que c'est un peu le seul qui me manquait là au milieu. Et donc pour faire un petit peu une pause des pay-per-view 2008, 2009, 2010 que j'étais en train de faire actuellement. Donc c'est pour ça que je l'ai fait là. Mais je trouve que c'est une fin un peu bizarre. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas forcément faire la suite. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire s'il y aura une suite entre Kurt Angle et Undertaker. Est-ce que Undertaker était intervenu pour avoir le titre poids lourd? Est-ce qu'il était sur le point de l'avoir et que Mark Henry l'a finalement attaqué? Je sais pas, No Way Out 2006, j'en sais rien, je ne connais pas du tout ce pay-per-view là. Donc c'est pour ça, ça me sera ma petite question pour aujourd'hui. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc si on regarde un petit peu les notes, c'est pas terrible. La meilleure note qu'on a pour ce show-là, c'est un 7 et on l'a 3 fois. Une fois pour l'opener, une fois pour le Royal Rumble et une fois pour le main event. J'ai mis 6 sur 10 pour le match, pour le titre de la WWE. Le match à notable et puis le 2 sur 10 entre Mickie James et Ashley. Donc ouais, on n'est vraiment pas dans un bon pay-per-view et la note finale se monte à 5,80 sur 10. Je crois que c'est le troisième plus mauvais pay-per-view que j'analyse. Je crois qu'on a en numéro 2 Vengeance 2007 et en numéro 1 on a un SummerSlam, mais je ne sais même plus lequel c'est. Je crois que c'est SummerSlam 2010 avec un 5,5. Donc voilà, là vous avez le top 3 de mes pires pay-per-view, ceux que je laisse le plus. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire pour ce pay-per-view là, mais finalement, l'époque aussi, je pense, fait que la WWE en avait décidé autrement. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à répondre à ma question par rapport à l'intervention d'Undertaker à la fin du main event. Et tout simplement vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On s'approche tantôt des 2000 abonnés. Je compte sur vous à partager aussi la vidéo. Je le dis pas souvent et c'est vrai que je le dis plus vraiment dans mes vidéos, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et sinon, je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à tout bientôt pour la suite de la chaîne.